Bonjour et bienvenue sur le podcast Loin de chez soi. Je suis Frédéric Florent et je suis ravi de vous accueillir sur ce podcast consacré aux personnes qui ont décidé de vivre des aventures loin de chez eux. Vous allez découvrir un nouvel épisode des aventures de Jimmy, qui est parti vivre à Montréal et nous partage sa nouvelle vie d'expatrié. Si vous n'avez pas écouté les épisodes précédents, je vous invite à le faire pour mieux comprendre son parcours. Je vous laisse avec Jimmy. Bonne écoute. Salut Jimmy. Salut Fred, bonjour à tous. Super content de te retrouver pour un nouvel épisode. Bah oui, moi aussi, on s'est eu il n'y a pas très longtemps, à ce qui me semble. Effectivement, et donc aujourd'hui, tu as une surprise à nous réserver a priori. C'est ça, dans le dernier épisode, j'avais annoncé que j'avais une surprise pour le prochain épisode. Et j'ai avec moi Camille et Clément, les fameux, dont vous entendez parler depuis le début du périple canadien. Enchanté, très heureux de faire votre connaissance. Enchanté, bonjour à tous. Et du coup, ils vont échanger un petit peu sur parce que eux, ils sont arrivés du coup avant moi, ça fait 1 an qu'ils sont là, et puis ils vont échanger sur ce qu'ils ont vécu depuis le début. Super, Camille et Clément, vous avez carte blanche, c'est votre podcast aujourd'hui. On vous laisse nous parler de votre parcours, ce qui vous a amené à venir au Canada et quelles ont été vos découvertes, les bonnes surprises, les difficultés comme a pu vivre Jimmy, mais les petites difficultés, puis peut-être même on parlera de votre bilan. Alors pour commencer, pourquoi on est venu au Canada, déjà ça a été sur un petit coup de tête de ma part, parce que moi j'étais en études en anglais et j'avais un petit peu marre de mes études, ça me plaisait plus tellement. Et j'avais entendu parler du PVT et je me suis dit, pourquoi pas. Et à notre époque, en tout cas, c'était avant tout ce qui est Covid, on devait s'inscrire et attendre d'être tiré au sort. Et ça pouvait ça pouvait être très rapide, comme ça pouvait mettre jusqu'à 10 ans. Puis, sans conviction aucune, je me suis inscrite et grosse surprise, 5 mois plus tard, alors que je ne m'y attendais plus du tout, j'ai été tirée au sort. Donc, un élan d'espoir un petit peu et j'ai un petit peu forcé Clément à s'inscrire à son tour. Et toi, Clément, tu as été sélectionné Dès qu'elle a été tirée au sort, moi, je me suis inscrit et 15 jours après, lui, il a reçu. Moi, j'ai eu la chance d'être tiré au sort tout de suite. Ouais, on était tiré au sort sur plus de 13 000 Français, il me semble. C'est ça, 14 000. 14 000 Français. Et après, se suit tout un périple de documents à envoyer. Moi, pour ma part, comme je voulais y aller en tant que professeur des écoles, j'ai dû faire une visite médicale à Paris et les données biométriques. Et ensuite, s'ensuit l'attente du Graal, entre guillemets, c'est d'avoir la lettre d'introduction. Et ensuite, c'était toute la préparation du départ. On a attendu, parce qu'une fois qu'on reçoit notre lettre d'introduction, on a jusqu'à 1 an pour arriver sur le sol canadien. Et on a attendu jusqu'au bout de ce 1 an pour finalement arriver. Avec le Covid, il y a eu des difficultés quand même. Ouais, on a eu un avion annulé. On devait venir plus tôt et finalement, on est arrivé le 29 juillet. Donc, il n'y a pas si longtemps, on a fêté notre première année ici. Il y a 2 jours, là. Il y a 2 jours, ouais, c'est ça. Ça faisait 1 an, il y a 2 jours. Ok. Et une question, comment on se sent quand, parce que Jimmy, lui, c'était très attendu et il était limite à aller regarder sur ses mails s'il avait la réponse. Comment on se sent dans le sens inverse où on reçoit une réponse de quelque chose qu'on n'attend pas forcément aussi rapidement? Moi, au début, j'ai reçu un mail dans la nuit parce que j'avais mis une alerte sur mon téléphone si je recevais un mail de tout ce qui est IRCC, gouvernement canadien. Et j'ai eu le cœur qui s'est un petit peu accéléré dans la nuit quand j'ai vu ça. Et là, s'ensuit, est-ce qu'on fait le bon choix? Là, c'est les décisions à prendre. Là, ouais, c'est ce que. Gros départ. Puis j'étais aussi très stressée parce que je savais que Clément ne s'était pas inscrit et je sais que c'est difficile parfois d'avoir la chance d'être tiré au sort avec son conjoint ou même sa famille, vu que c'est des tirages au sort. Donc là, c'était un petit peu qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu me suis? Est-ce qu'on fait le bon choix? Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Est-ce qu'on est prêt à changer de pays du jour au lendemain alors qu'on était encore chez nos parents? Donc, il faut bien se renseigner pour tout. Là. Ouais, on a fait beaucoup de recherches, on a parlé avec nos proches. Et, au début, c'était un petit peu réticent. Est-ce que vous êtes sûr de… Parce que là, s'il y a un problème, vous êtes loin, parce qu'il y a quand même 6 000 kilomètres. On ne pourra pas forcément vous aider tout de suite. Est-ce que c'est bon pour vous? Est-ce que tout ce qui est santé, ça va être OK aussi?
Puis il y a aussi le fait de vivre ensemble, parce qu'on n'avait jamais vraiment vécu dans le même foyer plus longtemps que un mois, hormis les vacances. Donc c'était une double aventure pour vous. C'était tout nouveau. Tout C'était nouveau. la mise au travail tout de suite, le fait de vivre en couple et de partir aussi loin ensemble, là, sans les parents, du coup. C'est ça. Et Clément, alors donc toi Camille, tu étais encore étudiante, c'est ça? Et Clément, toi tu avais une activité professionnelle en France? Oui, je travaillais dans le bâtiment en France. Je faisais revêtement de façade. Donc là, j'ai cherché là si c'est assez compliqué ici de travailler dans la construction ici. Il faut avoir des cartes, tout ça. Donc j'ai dû bien me renseigner. Heureusement, j'ai eu une bonne compagnie qui m'a bien orienté dans les démarches qu'il fallait entreprendre. Et j'ai suivi ça et maintenant tout se passe bien. Et alors, racontez-nous un petit peu les démarches, enfin toute la partie, puisque vous avez pris 1 an pour vous organiser et pour pouvoir arriver. Alors, bien sûr, il y a eu le Covid, mais surtout, c'était quoi les préparations quand on sait qu'on doit partir, mais qu'il n'y a pas de date vraiment précise? Comment vous vous êtes organisé? Nous, déjà, on a pris la décision d'attendre le bout de l'année qui était autorisée parce que moi, je devais finir mes études. Donc, j'ai fini mon master 1 pour pouvoir me préparer au mieux aussi et financièrement parce que pour avoir son PVT, il faut pouvoir avoir $3 000 à peu près de côté. Donc, c'est l'équivalent de 1500, non, 2000 euros. En cas de problème, en fait, ils veulent juste s'assurer qu'une fois qu'on arrive à la douane, parce que le permis, on peut toujours se faire refuser une fois arrivé au Canada, donc il faut pouvoir payer son billet retour. Donc, et aussi, si on est accepté, il faut avoir de quoi vivre les premiers jours, donc le premier mois. Donc, il faut s'assurer d'avoir un backup financier à ce niveau-là. Et puis, comme je le disais plus tôt, je devais faire aussi tous les documents pour mon métier, avec notamment la visite médicale, les examens médicaux. Et ensuite, avec le Covid, on a dû entre deux changer l'affaire, puisque maintenant, ils demandaient, on était obligé d'avoir une promesse d'embauche. Donc, entre deux, il a fallu trouver un métier. Bon, moi, c'était déjà fait parce que j'avais une promesse d'embauche avec ma commission scolaire actuelle. Mais pour Clément, il fallait lui trouver une promesse d'embauche. Mais ce n'était pas tout de suite la construction. Non, si, c'est oui, c'est vrai. Le premier contact, ça a été une compagnie dans la construction. Mais ils me l'ont fait tout de suite. Ils ont été OK pour me la faire. Et arrivé ici, il faut passer des formations pour pouvoir travailler dans la construction. Et nous, comme pour trouver un appartement ici, il faut une. Ah oui, il y a ça aussi. C'est quoi déjà pour trouver un appartement, le propriétaire, il demande quoi déjà? Référence une enquête de crédit. Ouais. Et c'est parce qu'ici, les comptes bancaires sont sont plus complexes qu'en France. Ouais, c'est clair. On a 2 cartes, une de débit, une de crédit. Et la plupart des gens vivent à crédit. Et après, il faut rembourser avec le compte de crédit. Et ça nous fait une cote de crédit pour trouver un logement. Les propriétaires, ils demandent cette cote de crédit auprès des banques. C'est juste pour montrer que nous sommes des bons payeurs, qu'on rembourse bien nos dettes. Donc, à cause de ça, j'ai dû trouver vraiment vite une compagnie pour travailler, pour avoir une rentrée d'argent. C'est la même compagnie que Jimmy aujourd'hui il travaille. Ouais. C'est là, il a trouvé carrément Tarte. Du coup, j'en ai déjà parlé dans les épisodes précédents. Et alors, moi, je suis curieux parce que Jimmy a trouvé carrément Tarte parce que justement, tu avais travaillé là. Mais toi, Clément, comment tu es arrivé à dénicher ce boulot? Par une annonce ou ça s'est passé comment? Ouais, arrivé sur place, en fait, comme la construction, j'ai regardé pour faire les formations, mais les disponibilités, vu que c'était en plein été, ici, la construction, il y a beaucoup de travail, donc les formations sont beaucoup demandées. Donc, j'ai été pris de court, j'ai dû regarder sur les annonces. Et Camille, elle a trouvé une annonce sur le site PVTiste. Et tout de suite, la boss, là, elle m'a appelé, elle m'a dit tu veux faire un essai? Donc, tout de suite, j'ai travaillé avec PVTiste, c'est la page dont j'ai déjà parlé dans les épisodes précédents, là. C'est avec toutes les personnes qui ont envie de partir ou qui sont déjà dans les démarches.
et où il y a beaucoup d'échanges là-dessus. Et du coup, il y a beaucoup d'offres d'emploi et tout ça qui passe. Et c'est là-dessus quoi, qu'ils sont. On organisera et on prévoira de mettre les liens dans les notes de l'épisode parce que c'est hyper important que ceux qui vous écoutent et qui nous écoutent en général puissent avoir les éléments s'ils veulent eux aussi tenter l'aventure. Et donc, quand vous êtes arrivé, vous avez eu la même chose que Jimmy puisqu'il y avait le Covid. Est-ce que vous avez eu une période de quatorzaine ou de je ne sais pas combien c'était à l'époque? Oui, tout à fait. C'était 14 jours. Ils ont vécu la même chose que moi. Mais ouais, toi, tu étais un petit peu mieux logé parce que… Après, moi, je suis arrivé, ils étaient déjà là, ils sont occupés de Naya, tout ça. Donc, c'est vrai. Et puis toi, tu étais tout seul, nous, on était deux. Donc, Et puis vous êtes arrivé vraiment, vous connaissiez personne. Personne. Alors justement, vu que vous connaissiez personne, cette quatorzaine, vous l'avez passée en Airbnb. Comment ça s'est passé? Oui, on l'a passé en Airbnb. On avait trouvé, on avait réservé, c'était quoi, un mois le Airbnb? Parce qu'on s'était dit qu'on allait trouver un logement dans ce laps de temps-là, parce qu'on avait vu des témoignages où les personnes avaient trouvé facilement leur logement. Et du coup, on est resté 14 jours confinés. C'était très, très, très long. Mais on a eu la chance de rencontrer une fille dans l'avion. Elle était en PVT aussi. Ouais. Elle était en PVT, donc elle s'appelle Coralie. Et on était resté dans l'attente à l'immigration pendant près de 3 heures. Donc forcément, ça tisse les liens. Et on était resté en contact sur Messenger pendant la quatorzaine. Et dès qu'on a pu se libérer, on a été faire toutes nos démarches, notamment pour le NAS, c'est le numéro de sécurité sociale pour pouvoir être payé avec ton employeur. Tout ce qui était ligne téléphonique, non, on avait déjà une application, mais c'était tous les petits papiers comme ça qui étaient importants de faire tout de suite à la sortie. Et après, on a pu profiter pleinement et trouver un logement dans la même rue que le Airbnb qu'on avait. Donc, pour les valises, c'était pratique. Et quand vous êtes arrivé, donc on était en plein été, quand vous arrivez, c'est quoi les bonnes surprises? C'est quoi les découvertes que vous avez faites? Les écureuils, tout de suite. Ça a été… Là, moi, ce qui m'a choqué le premier soir, là, on est sorti de l'aéroport, il était 21h30. Ouais. C'est la chaleur. Il fait vraiment humide ici l'été. C'est un peu… il faut bien le supporter. C'est malsain. Ouais. Mais tout le monde est encore dehors. Il y a encore des personnes qui courent dans les parcs, tout ça. Ouais, il y avait plein de vie. On n'était pas loin du parc La Fontaine, là où Jimmy va promener Naya. C'était moi aussi ce qui m'a surprise tout de suite, c'est la chaleur. Puis après c'est différent parce qu'on est arrivé, on était un petit peu en mode vacances, on avait le Airbnb, c'est comme quand on voyageait, on est un peu émerveillé par ce qu'on voit. Donc dès qu'on avait vu notre premier écureuil sur la poubelle dehors, on était comme ça y est, on est au Canada, ça y est, c'est le symbole. Donc c'était un peu c'était marrant. C'est vrai que quand on arrive aussi, c'est dans la sensation d'arriver, d'être en vacances, alors que tu ne réalises pas encore forcément tout de suite que tu vas rester 2 ans au minimum, voire plus, et affinité si jamais. Mais voilà, tu as l'impression que tu arrives pour des vacances, et en fait, non, tu sais que tu restes un moment. Il va falloir être sérieux, travailler. Ouais. Et une question que je ne vous ai pas posée et qui peut être importante pour les auditeurs et auditrices, vous aviez déjà voyagé dans le Nord-Amérique ou c'était vraiment la première fois? Non, on a déjà voyagé notamment à New York, puis on a fait plein d'autres voyages, mais c'est vrai que New York, c'était pas si loin de Montréal finalement. Non, c'est ça. On a aimé la vie américaine. Et donc, c'est quoi les comparatifs que vous pouvez faire aujourd'hui? Alors, même si on ne va pas tout de suite faire votre bilan, mais c'est quoi les comparatifs que vous avez en arrivant, les trucs où vous vous dites oula, ça c'est vraiment différent de la France? Ah, la nourriture, moi je dirais. Ouais, la nourriture, beaucoup. C'est très américanisé. Ça fait 100% déjà. Là, c'est entre Jimmy, Mathilde et vous. Et la qualité de la il doit y avoir de la bonne qualité locale. C'est sûr. Il faut nicher un petit peu. C'est cher. Ça fait 23 ans qu'on vit en France, qu'on mange français. C'est sûr, le pain, c'est pas pareil. Hein. Ça fait très français de dire ça, mais les baguettes, c'est pas du tout la même chose qu'en France. Sinon, en comparatif aussi, tout ce qui est tips, donc pourboire, il faut s'adapter parce qu'on ne donne pas des pourboires à chaque service. Il faut savoir quand les donner, puis quel pourcentage. Généralement, c'est 10-15%.
Donc ça, c'était aussi à calculer, parce que les premières fois, quand on a dû recevoir nos courses pendant notre quarantaine, il a fallu payer le livreur de courses, mais on ne savait pas trop combien donner. Je pense que j'ai donné plus qu'il ne le Elle fallait. était assez généreuse au début là, sur les pourboires. J'ai dû un peu la calmer. Et c'est parce qu'on ne sait jamais. Apparemment, des fois, c'était très mal vu de ne pas donner beaucoup. Donc, j'ai préféré tout de suite me faire bien voir des Québécois. Et aussi, ce qui m'a surprise beaucoup, c'est la qualité des relations avec les gens. Les Québécois, ils sont vraiment... C'est pas une légende urbaine, là, je dirais. Après, il existe aussi des personnes qui peuvent être moins accueillantes, ça c'est sûr, mais depuis un an, en tout cas, toutes les personnes qu'on a pu rencontrer, elles sont vraiment tellement gentilles. C'est vraiment quelque chose... Souriant. Tout le monde est souriant bienveillant, ici. très aidant. C'est quelque chose d'incroyable. D'accord. Et dans vos rencontres, c'est parce qu'on en a parlé avec Jimmy, effectivement, vous rencontrez pas mal d'autres Français parce qu'il y a ce côté un peu PVTiste et on s'aide entre eux. Mais vous avez rencontré pas mal de Québécois là depuis un an, je suppose, et donc vous confirmez que c'est bien les Québécois qui vous ont bien accueillis? Oui, tout à fait. Moi, avec mon travail, je suis tout le temps en relation avec des Québécois parce que c'est des enseignants québécois, mais j'ai aussi des Français et des Françaises qui sont arrivés dans mon école. Mais oui, la majorité, dans mon cas, c'est vraiment des Québécois qui m'ont vraiment accueilli comme si j'étais un bébé prof, une bébé française qui arrive ici et qui a besoin de s'adapter à la culture locale. Et puis, on m'a vraiment bien aiguillée et j'ai vraiment apprécié. Je me suis tout de suite sentie beaucoup mieux et rassurée en arrivant ici. Si on bascule sur les difficultés, et avant de vous laisser me dire les différentes difficultés, il y en a une là qui tout de suite m'aiguise, puisqu'on vient d'enregistrer il n'y a pas longtemps un épisode avec Jimmy sur ce sujet, l'hiver canadien. Racontez-nous. À ma grande surprise, c'est pas si pire. Alors, c'est très, très beau, mais je m'attendais à... j'ai eu un petit coup de froid hein, quand même. À un moment, je suis sortie, j'ai pris une grande respiration et je me suis mise à tousser tout de suite parce que mes poumons n'étaient pas d'accord avec le moins 40. Mais globalement, si on est bien couvert et qu'on a les bonnes mitaines, le bon manteau, franchement, on peut très bien s'en sortir. Après, c'est sûr, il y a assez long l'hiver. Là, il commence, la durée, oui. Il commence début à mi-octobre jusqu'à mars-avril. C'est vrai qu'il y a un peu long. Mais après, nous, on nous a dit, on a eu de la chance cet hiver, il n'y a pas fait fort froid. Il n'y a pas eu les grands froids. Ouais. Il a fait moins 30 une petite semaine. Mais... C'est pas grand-chose, moins 30, ça va. Mais il n'y a pas eu des... Parce qu'ici, en fait, ici à Montréal, c'est le ressenti. Ah oui, ici au Canada en général, c'est le ressenti qu'il faut faire attention. Il peut faire moins 20 et ressenti moins 40, moins 45. C'est surtout le ressenti. Là. Et surtout en ville. En ville, on a un ami qui est parti travailler dans le Nunavut, dans les mines du Nunavut. C'est vraiment et dans le nord. Il fait carrément moins 60. Et il nous a dit, j'ai eu moins froid qu'ici à Montréal, à moins 30. C'est pas le même ressenti en ville que dans les dès qu'il y a du vent, de toute façon, c'est terminé. Du coup, je pense que mon premier hiver, je vais survivre. On va bien l'aiguiller sur l'achat des manteaux. Des manteaux. C'est ça, en fait, il faut que je m'équipe bien et ça va le faire. C'est un petit budget pour investir dans les équipements, mais sinon, l'hiver, c'est cool. Il y a beaucoup d'activités aussi. C'est ça, ils veulent faire sortir les gens même en hiver parce que l'hiver est long, donc ils ne veulent pas que les gens restent cloîtrés comme avec un beau petit chocolat chaud sur Netflix. Il y a plein d'activités à faire dehors. C'est incroyable et on n'est jamais sorti autant qu'en hiver. Là, c'est vrai qu'en France, en hiver, tu bouges pas trop. Oui. Dès qu'il y a 1 centimètre, 1 centimètre de neige, ça nous bloque en France. Je peux te dire, Fred, que les Québécois, ils rigolent bien de nous. Hein. Quand on arrête tout, la France complète s'arrête à 3 cm, eux, tout continue de rouler alors qu'il y a 1,20 m de neige, c'est pas pareil. Je veux bien accepter, je veux bien accepter les boutades là-dessus parce que c'est vrai qu'on est mauvais. Des hommes qui déneigent ici, c'est... Ah ouais, dès qu'il y a une tempête de neige, le lendemain ou 2 jours après, il n'y a plus rien sur les trottoirs, il n'y a plus rien dans la rue. Tout est vraiment bien déneigé ici à Montréal. Ils sont préparés. Et est-ce que c'est une question, alors justement, c'est intéressant, même si on reviendra peut-être sur l'hiver, mais est-ce que c'est une question aussi de civisme? Je veux dire, c'est les personnes devant chez eux, ils déneigent, ou alors c'est la municipalité qui fait? Comment ça se passe? Ça dépend les zones. C'est un peu les deux. Moi, j'ai toujours vu des personnes déneiger leur trottoir.
Mais après, c'est vrai que la municipalité ici anticipe beaucoup pour les bus scolaires et les voitures. Donc, ça passe assez régulièrement. Dès qu'il y a une tempête de neige de prévu, ils vont tout de suite passer le lendemain la déneigeuse. Puis en plus, ici, les ouvriers, ils sont payés je crois, au nombre de kilos, de tonnes, je ne sais pas trop, de neige. Donc, ils vont assez vite. Le rendement est efficace. C'est une bonne idée aussi. Oui. Par rapport à votre travail, Clément, toi qui travailles maintenant dans le BTP, l'hiver, est-ce que ça a un impact sur ton travail? Comment ça se passe? Non, moi, dans ma compagnie, il n'y a pas de... On travaille toute l'année. Après, il y a des corps de métier qui, eux, se mettent en intempérie et touchent le chômage tout l'hiver. Comme les maçons, là, ils peuvent pas travailler. Mais moi, dans ma compagnie, je suis charpentier menuisier et on travaille intérieur, extérieur. Donc, les chantiers, on s'arrange pour faire des travaux à l'intérieur. Ouais, parce que je pensais justement à ça quand tu parles de BTP, quand je vois en France que, comme on le disait, dès qu'il y a 1 centimètre de neige, on arrête de travailler. Je me suis imaginé la situation pendant tout l'hiver où tout reste en stand-by, mais je suppose que ce n'est pas le cas. Non, j'ai commencé au mois de mars, à la mi-mars, et il y avait encore pas mal de neige. Et il faut bien se couvrir et on travaillait quand même dehors. Et pour toi, Camille, justement, le fait de gérer des enfants, qu'est-ce que ça change dans ton travail? Je suppose qu'il y a un temps spécial pour l'habillement et autres. Tout à fait. Il a fallu qu'on comptabilise le nombre de temps à prévoir pour l'habillement des enfants. Donc, la salopette, les bottes à enlever avant de rentrer dans la classe, les mitaines, le bonnet. Donc, je crois qu'on prenait à peu près 15 minutes supplémentaires à peu près par jour en comptant les 2 récrés. Puis c'est ça, mais moi, il a fallu que je m'habitue aussi à ne pas rentrer en classe avec mes bottes. Donc, et puis aussi les récrés à prévoir à l'intérieur, parfois quand il faisait super, super froid ou c'était pas du tout gérable pour les enfants. Mais sinon, à part ça, c'est très rare que les écoles ferment en hiver à cause des tempêtes. C'est arrivé une fois cette année parce que vraiment, en fait, c'est quand il neige vraiment le matin même. Parce que quand c'est la veille, les camions peuvent toujours passer pour déneiger, mais quand c'est une tempête qui est prévue le matin même et c'est impossible de gérer à l'avance pour les parents, donc on va fermer l'école, mais c'est arrivé une fois cette année seulement. Ok. Et donc, dans les difficultés, hormis l'hiver, qu'est-ce que vous avez pu rencontrer comme difficultés maintenant que vous avez un peu de recul, que ce soit à votre arrivée ou depuis que vous êtes là? La plus grosse difficulté, je dirais, ça a été le manque de la famille. Ça a été parfois, surtout en période estivale comme Noël ou les anniversaires, là, on l'a vraiment ressenti. J'ai plusieurs fois lâché ma petite larme, forcément, en imaginant qu'on vivait ces moments-là, mais sans eux. Puis après, grosse difficulté. C'est aussi à cause du Covid, là. Ouais, on ne peut pas ouais. rentrer quand on veut avec la quatorzaine. Là, ils l'ont un peu levé avec les tests PCR, tout ça, et les vaccins. Mais c'est ça, Normalement, on s'était dit, si on part, on rentrerait peut-être tous les 6 mois. Là. Mais avec le Covid, là, ça va faire 1 an qu'on n'a pas vu notre famille. C'est vrai, ça commence à faire long. Oui et non. C'est passé vite, mais c'est long à la fois à cause du manque de la famille. Ouais. Et justement, je vais revenir un petit peu en arrière. Votre départ, ça s'est passé comment? Puisque, comme vous le disiez, vous êtes jeune et vous viviez chez papa, maman, etc. Donc, pour eux, il y a encore une fois aussi une double projection, c'est-à-dire mes enfants s'en vont très loin et en plus, ils vont vivre une autre aventure, c'est qu'ils vont vivre en couple. Donc, comment ça s'est passé pour vous, le départ avec les proches? On avait prévu une soirée un petit peu pour dire une journée d'au revoir. Ouais, pour dire au revoir à tout le monde une dernière fois. Donc, forcément, Jimmy était là. J'étais là. J'étais censé partir avec eux et au final, non. Donc, c'était la soirée où je leur dis au revoir. Je pensais jamais les revoir ici. Au final, on s'est retrouvés ici. Donc, c'est quand même assez énorme. Ouais. Et puis, du coup, on a fait une soirée chez la famille de Clément, parce que Clément, il a une famille nombreuse, et puis la mienne avec ma soeur jumelle et mes parents. Et les au revoir ont été difficiles, oui et non, parce que, oui, ça a été difficile. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu mes parents pleurer. Mon père, c'est pas quelqu'un qui pleure facilement, et là, il était en larmes. Je l'avais très rarement vu comme ça.
Et en plus, avec la Covid, ils n'avaient pas le droit de rentrer dans l'aéroport, donc on a dû se dire au revoir sur le dépose minute. Mais ouais, ça a été difficile au début, mais je suis très fière d'eux parce qu'ils nous ont laissé l'opportunité d'y aller et ils ont cru en nous, même si c'est pas forcément facile de laisser ses enfants partir aussi loin, mais ils l'ont fait et je suis très fière d'eux et très reconnaissante aussi. C'est un très beau message. Et donc Camille, j'ai entendu que tu avais une sœur jumelle. Est-ce que c'est sœur jumelle au sens très fusionnel quand vous avez grandi ensemble, etc. Non, c'est vraie sœur jumelle, on était dans la même poche. On est nés à 5 minutes d'intervalle, donc... Mais peut-être que tu auras l'occasion de la rencontrer. Mais la distance, là, les a fait se rapprocher vraiment. Ouais, depuis parce qu'on était du genre chat et chien quand on a vieilli. Et depuis que je suis partie, on s'appelle très souvent, voire tous les jours. On se donne un petit peu des nouvelles et je lui ai donné envie de venir, on va dire. Ah, c'est un super message. C'est un super message. Et toi, Clément, par rapport à ta famille, comment ça se passait? Est-ce que tu étais proche de ta famille? Est-ce que, pareil, ça a été un peu la même chose que Camille? Ah ouais, la journée des au revoir, là, c'était vraiment très dur. Quasi toute ma famille, elle a pleuré, même moi. Tout le monde a pleuré, quasi. À part les durs à cuire. Mais même quand t'es dur à cuire. Peut-être après. Là. Mais c'est ça, c'est... pour moi, le plus dur, c'est de pas voir j'ai une famille nombreuse, donc j'ai beaucoup de neveux et nièces. Les petits. Les petits grandir, là, c'est quand on les appelle, là, c'est ça le plus dur pour moi. On les a quittés, ils ne savaient pas parler et maintenant ils nous donnent des conversations, donc c'est un petit peu frustrant à ce niveau-là. Ouais. L'avantage, c'est que le Covid a permis à tout le monde de savoir utiliser une visio, donc c'est un avantage pour vous par rapport à il y a quelques années. Mais oui, effectivement, je comprends. Et donc, vous entretenez les liens de quelle manière? Uniquement visio? De temps en temps, vous avez d'autres moyens et vous faites je ne sais pas, un cahier de vie, vous envoyez des choses. Enfin, je ne sais pas comment vous fonctionnez. Camille, elle l'appelle beaucoup plus souvent que moi, mes parents. Là, c'est mon problème. J'ai jamais été. Des fois, je peux rester 2-3 semaines, un mois sans donner de nouvelles à mes parents ou mes frères et sœurs. Ouais. J'ai toujours été comme ça, que Camille, c'est vraiment tous les jours. Et c'est vrai, moi, c'est souvent FaceTime ou WhatsApp ou Snapchat aussi, parce que même ma mamie a Snapchat. Donc, donc on s'envoie des petites vidéos. Mais ouais, c'est super et elle adore ça. Et souvent, c'est des petits appels comme ça en visio, des vidéos sur Snap ou les réseaux sociaux. Ma mère, elle est très active aussi. Puis on a une conversation groupée où il y a tout le monde par message, où je vais pouvoir envoyer des photos ou des nouvelles. Et aussi, on reçoit des colis des familles aussi. Ouais, j'ai reçu beaucoup de colis de ma famille et Clément aussi nous en a envoyé quelques-uns. Est-ce que dedans, il y a de la nourriture? Il y a certains trucs qui peuvent vous envoyer ou pas du tout? Non, la nourriture, c'est c'est contrôlé quand même. Ils n'ont pas le droit de donner des choses qui peuvent périmer durant le voyage. Mais bon, ma mamie a quand même réussi à passer des petits Kinder. Sinon, c'est beaucoup pour nous aider à avancer dans le quotidien. C'est beaucoup de choses pour le ménage ou des vêtements qu'on n'a pas pu prendre aussi. Des médicaments aussi. Des médicaments, des petits cadeaux pour Noël, etc. Mais c'est tout bête. Des messages, des lettres aussi, comme quoi ils sont fiers de nous. Puis j'avoue avoir lâché ma larme quand ma mère avait donné des sachets de soupline parce que ça m'a rappelé la lessive de ma mère. Donc c'est tout ça qui fait que ça fait du baume au cœur de recevoir des colis comme ça. Ouais, je me doute. Et donc, tu as parlé de Noël, le premier Noël qui est, je pense, un événement marquant en plus au Canada avec la neige. Et là, on est vraiment dans le vrai Noël avec le vrai hiver. Ça s'est passé comment pour vous? C'était très intriguant parce que c'est un Noël blanc, donc c'est sûr que moi, j'adore Noël, c'est ma saison préférée. Je regarde plein de films de Noël. Ouais. Et là, c'était vraiment un Noël comme j'en rêvais depuis que je suis petite. Et ça a été super beau de ce côté-là, mais difficile dans le sens où on était 4-2. On était vraiment 4-2 en tête à tête. Là. Ouais. On a essayé de faire les choses bien. On a essayé de faire une belle table avec des bougies, manger des bonnes choses et tout ça. Mais on a l'habitude chacun d'avoir des grandes tablées avec nos familles. Donc là, c'est sûr que Jimmy, tu aurais dû venir avant. On passe de 20 à 2 personnes sur la table. Là, c'est sûr que ça change totalement. C'est vrai, mais cette année, on le passera peut-être à 3 du coup. Peut-être. Alors, passons sur le monde du travail aussi, parce que c'est un point important pour notamment ceux qui auraient envie aussi, encore une fois, de tenter l'aventure.
c'est quoi les éléments que vous pouvez mettre en avant sur le monde du travail? Alors Camille, on a entendu que tu avais été bien accueilli, etc. Mais justement, partager un tout petit peu sur comment ça se passe au quotidien et justement quelles sont les différences avec la France. Déjà, tout d'abord, si les personnes doivent venir ici pour travailler, pour l'instant, en tout cas, si ça ne change pas d'ici là, mais il faut vraiment anticiper et avoir une promesse d'embauche pour pouvoir venir ici au Canada. Et sinon, pour le monde du travail, il faut se faire confiance et puis il faut aussi faire confiance aux personnes avec qui on va communiquer par rapport à nos attentes parce que finalement, ici, les Québécois, ils ne regardent pas tout le temps non plus les diplômes, pas comme certains employeurs peuvent faire en France. Là, ils regardent l'expérience, mais les diplômes aussi forcément, mais peut-être beaucoup moins regardants qu'en France. Et aussi, ils sont très, ils sont très alertes au niveau de la motivation. Ils vont regarder beaucoup au niveau de la motivation de la personne, voir si elle est vraiment motivée. Ouais, c'est ça, le savoir-être. Ça marche beaucoup en esprit d'équipe aussi. Dans mon travail, en tout cas, on m'a tout de suite nommé que le travail d'équipe et l'esprit d'équipe, c'était quelque chose de très, très, très important. Et c'est vrai que comparativement à ce que mes amies enseignantes en France peuvent me nommer, il y a vraiment cet esprit d'équipe-là qui est très, très, très important. Puis je pense que toi aussi, Clément, parce que… Moi, quand j'ai passé mon entretien avec le boss de la compagnie, j'avais aucune expérience dans le bois parce que ici tout est fait avec le bois. Et tout de suite, il m'a dit j'adore ta motivation, tu as zéro expérience, mais tu vas apprendre. Mais j'adore ta motivation m'a marqué là, donc on commence quand tu veux. Dès que tu es disponible, on commence. C'est vraiment la motivation. C'est ça qui est cool ici. Il faut vraiment refaire ressortir la motivation. Il laisse la chance. Ouais, il laisse la chance. Puis toi, l'esprit d'équipe aussi, avec ce qui arrive bientôt, ton projet. Ça… Ah ouais, dans ma compagnie, moi, ils font beaucoup de défis sportifs dans ma compagnie. Donc, ça récompense le travail fourni et ça relie les liens. Ça motive les équipes à bien travailler tout au long de l'année. Et puis, la récompense, elle arrive. Et est-ce que comme Jimmy, et comme tu es passé avant dans la même entreprise, est-ce que comme Jimmy, tu as ressenti ce côté moins de flicage, beaucoup plus de confiance, beaucoup plus de simplicité dans les rapports? Ah oui, carrément. La hiérarchie, on la voit vraiment pas. Là. Ouais, tes patrons, ils vous aident. C'est vraiment rien à voir comparé en France. Après, peut-être qu'il y a des compagnies qui sont pareilles, mais vraiment ici, les liens entre les boss et les ouvriers, on la voit quasi pas. Ouais, même moi, à l'école, avec la direction, c'est vraiment… on est une équipe, ce sont des collègues, on est tous collègues, on est tous au même niveau. Donc, même si c'est la directrice et la direction, mais on s'entraide, elle est là pour nous aider et on n'a pas ce ressenti de… par exemple, un petit peu en France, j'aurais peut-être eu tendance à ne pas oser aller vers la direction parce que tout ce qui est, dès qu'on doit aller voir la direction, c'est qu'on a fait quelque chose de mal ou on n'ose pas trop y aller parce que c'est un petit peu tout ce qui est punition, etc. Mais là, c'est vraiment, on est collègues et on s'entraide tous ensemble et on est au même niveau et on fait notre mieux pour que tout fonctionne bien dans l'entreprise ou dans mon cas, dans mon école. C'est peut-être aussi le tutoiement qui fait ça ici. Tout le monde se tutoie, il n'y a pas de vouvoiement. Ou très peu, ouais. Et puis aussi, on est tous là pour la même chose. Tu vois, comme il y a beaucoup de Français qui viennent ici, on est tous là en mode chill, pas prise de tête. Tu vois, dans le dernier épisode, je parlais que j'allais faire un camping avec les collègues du boulot et du coup, qui sont les anciens collègues de Clément. Donc, Clément, Camille viennent avec nous au camping. Enfin, tu vois, ça fait une bonne communauté, puis des mélanges comme ça. Et franchement, c'est vraiment cool tout ça. Et puis je rejoins ce que tu dis, Jimmy, c'est que c'est plus simple de manager quand tout le monde va dans le même sens. Ce qui fait qu'en France, il y a beaucoup de contrôle, c'est qu'effectivement, il y a des petits chefs, ça, je le rejoins, mais il y a aussi le côté, il y a certains salariés qui ne sont pas là pour bosser, alors que de ce que j'entends, c'est pas trop le cas au Canada. Non, et puis en fait, ici, le marché du travail, il est tellement… Il y a besoin de travailleurs. Donc, si vraiment tu es dans un emploi que tu n'aimes pas, tu peux le trouver facilement ailleurs. Pas comme en France où dès que tu as un CDI, tu tiens à ton CDI, même si tu n'as pas forcément des bonnes conditions, tu y tiens quand même.
et tu y restes, donc tu subis un peu ton travail, alors que ça ne te plaît pas. Ici, c'est différent. Si vraiment ça ne te plaît pas, tu peux chercher ailleurs, trouver assez facilement si tu es motivé. Et du coup, ça fait que les gens qui travaillent avec toi, c'est des gens qui ont envie d'être là et du coup, ça avance plus vite et ça avance mieux. Ouais. Ok. Alors, avant de conclure l'épisode et de faire votre bilan et de nous partager votre bilan de 1 an au Canada, s'il y avait un lieu ou un truc à savoir sur le Canada que vous auriez envie de partager avec les auditrices et les auditeurs, ce serait quoi? Ou ce serait où? Un lieu à voir. Oh, mais là, c'est un lieu qu'on n'a pas vu encore. Donc, moi, ce serait en Alberta. Ce serait du côté du lac Louise ou du lac Moraine. Ce serait Les Rocheuses. Les Rocheuses, ouais. Ce serait là, je C'est pense. notre rêve d'aller là-bas en voyage. Ouais. L'Ouest canadien, quoi. Ouais, mais il y a vraiment de très, très belles choses aussi ici au Québec. Attention, hein, je dis pas, mais c'est plus des petits lieux un petit peu éparpillés qu'on peut aller voir. Mais il y a de très beaux parcs aussi. Mais c'est sûr que pour moi, le rêve, ce serait d'aller dans les Rocheuses. D'accord. Et s'il y a un lieu que vous avez découvert et que vous recommandez aux gens quand s'ils viennent à Montréal, ce serait quoi? Les forêts, l'automne. Ouais, l'été indien. L'été indien, c'est quand toutes les couleurs sont magnifiques, où c'est entre le rouge, l'orange, tout ça. Et nous, on a eu la chance de le vivre au Mont-Tremblant. Donc, c'est une station de ski. C'est là où j'étais la semaine dernière. Ouais, c'est là où voilà. Ouais, le Mont-Tremblant, on a fait la petite, on s'entend, mais on a fait une randonnée qui nous permettait d'aller tout en haut de ce mont-là et on avait vraiment une vue magnifique avec l'été indien. Donc, ce serait le Mont-Tremblant pour ne pas avoir fait trop de choses malheureusement avec le Covid à part ça. Mais... Et puis, on a dû construire toute notre vie ici. Comme on travaillait. On a travaillé. Donc, voilà. Non, c'est normal. Alors, si pour conclure, et on fait un épisode plus long que d'habitude, mais tant mieux parce qu'il y a plein de choses à partager, c'est super. Si vous deviez faire votre bilan des 1 an, qu'est-ce que vous diriez sur cette première année de PVTiste? On peut être fier de nous déjà. Vrai, j'allais dire fierté. Moi, je suis fière de nous. On est fier de nous parce que pour une nouvelle vie, on a tout recommencé à zéro, loin des proches. Tout le monde, on a tout fait tout seul. Puis, le bilan, ce serait... est-ce qu'on peut continuer encore plus longtemps ici? Ce serait pouvoir rester plus longtemps, forcément. Il y a encore un an pour reprendre les démarches. Pouvoir rester, ouais. Yes. Alors, ça marche comment, justement? Vous avez droit, là, encore à 1 an. C'est acté, ça s'est fait, c'est vendu. Si vous voulez rester plus longtemps, il faut faire des démarches particulières? Oui, c'est assez compliqué aussi, les démarches là. C'est pour ça qu'il faut faire appel à un avocat d'immigration. Beaucoup, ils font ça ici pour... Après, ça dépend parce que nous, on a la chance d'être avec un PVT, donc on est un petit peu libre de pouvoir aller voir sur n'importe quel employeur, parce que ceux qui sont, par exemple, en permis jeune pro doivent vraiment rester avec leur employeur. Mais on a je vais toucher du bois là, mais on peut demander une prolongation de permis de travail, donc ce serait cette fois en EIMT, c'est une étude des marchés du travail qui nous permettrait de pouvoir rester 3 ans si c'est validé. Et ensuite, pouvoir faire les démarches pour la résidence permanente et le Saint Graal, ce serait la citoyenneté. D'accord. Et quand tu dis 3 ans, c'est 3 ans en plus de ces 2 ans. Ce serait 5 ans déjà. Oui, c'est ça. D'accord. Tout à fait. À la fin de nos 2 ans de PVT, si avec notre employeur, s'ils veulent toujours de nous, on peut demander un EIMT. Où là, par contre, on va devoir rester vraiment avec eux, avec notre employeur. Mais ce serait un permis de 3 ans supplémentaire. Et je vais me permettre la question parce que je me doute que les auditrices et les auditeurs se la poseront, donc je me permets de la poser. Et cette vie de couple alors? Ça se passe bien. Ça se passe bien aussi. Il y a des petites disputes normales de couple. C'est ça, c'est dans pour le ménage, là, c'est vrai qu'on n'avait jamais. Il n'y a pas de lave-vaisselle encore ici. Donc, pour la vaisselle, on se bat un petit peu. C'est la croix et la bannière pour que Clément fasse la vaisselle. Mais sinon, on fait des efforts. Ouais, on fait des efforts. Ce que vous voulez dire, c'est que maintenant, c'est Jimmy qui fait la vaisselle à chaque fois qu'il vient. Bah oui, on va commencer à instaurer ça, c'est vrai. Ça m'est déjà arrivé une fois quand même. C'était à mon tour de le faire et il s'est dit bon allez, je vais t'aider, donc j'ai essuyé. Vous savez quoi, franchement, ça me fait super plaisir d'entendre cette belle énergie qu'il y a autour de vous parce que je me doute, et ça c'est important de le rappeler aussi, et vous l'avez dit, c'est pas évident.
de partir Non, et de... c'est pas c'est évident. sûr. Là, je pense que vous avez hâte quand même que même moi, hein, même si ça fait que 2 mois que je suis là, j'ai hâte que la famille puisse venir et faire découvrir un petit peu notre. Même nous, qu'on puisse faire Ouais. des trucs ensemble aussi, Ouais, c'est des sûr. Ça fait sorties. déjà très plaisir que Jimmy a pu Ah ouais. puisse venir ici. Là. Ça fait bizarre d'avoir Ça- un petit bout de France ici maintenant avec J'avoue. nous. Et Donc j'ai donc, bien fait d'arriver plus tard. En fait. ouais, c'est bien. Ouais. Et donc, vous avez le projet de revenir en France là pendant quelques jours, si c'est possible. Il y a une fenêtre qui est prévue ou pas du tout pour l'instant. Vous attendez de savoir un petit peu la suite. On attend de voir déjà si on peut se faire rembourser nos billets d'avion qu'on n'a pas pu prendre au début pour dire de renflouer un petit peu les comptes pour qu'on puisse acheter nos billets. Et après, ça va dépendre aussi des journées. Moi, je suis encore en vacances jusque fin août, mais par exemple, Clément, il va reprendre le travail, donc ce sera forcément pendant les temps de vacances pour éviter de perdre des journées de travail, quoi. Parce que ici, c'est les vacances de la construction, c'est 2 semaines. Tout le monde, quasi tout le monde prend les vacances de la construction. C'est 2 semaines fin juillet et 2 semaines à Noël. Et là, il n'y a pas de construction dans Montréal. Et pour les futurs enseignants de France, il va falloir s'attendre à ce qu'il y ait beaucoup moins de vacances aussi, hein. J'ai un petit peu plus travaillé que les Français, disons. D'accord. Ce que tu veux dire, c'est que quand tu viens au Canada, il faut bien le savoir, c'est que tu as moins de congés que ce que tu as en France. Oui, C'est absolument. On n'a que 2 semaines que 2 semaines. On a 2 semaines à Noël et 2 mois d'été et juste une semaine en mars. Le reste, c'est plus les vacances tous les 15 jours, quoi. Ok. Et si les choses se passent bien, est-ce qu'il y a l'idée de faire venir quelqu'un de la famille au moins ou pas du tout? Oui, ma sœur notamment, qui a du coup a super envie de venir, puis elle adore tout ce côté américain. On est partis en voyage ensemble plusieurs fois et elle a vraiment adoré ce côté-là. Puis elle voit qu'on est vraiment épanouis ici et que la mentalité est totalement différente. Plus on fait le même métier, donc du coup elle a vu un petit peu le changement par rapport à la France. Donc elle serait vraiment tentée de venir avec son chum, comme on dit ici, mon beau-frère, qui serait potentiellement aussi dans la même entreprise que Clément. Donc, ce seraient les 2 beaux-frères et les 2 sœurs dans le même cadre de métier. Ce serait marrant. On a montré qu'on y est arrivé. Là. Ouais, on y est arrivé, donc ça donne envie de ça venir. donne envie. J'espère qu'on a donné envie de venir ici. À d'autres personnes, oui. D'accord. Et donc là, ils vont s'inscrire ou c'est pas encore au bout du jour? Ils se sont inscrits, mais là, il faut attendre que les démarches se finalisent jusqu'au bout pour leur cas, en tout cas. D'accord. Eh ben, franchement, on va s'arrêter là parce que ça fait maintenant un moment qu'on parle et puis on a habitué nos auditeurs à des épisodes de 10, 15, 20 minutes grand maximum. Donc voilà, là, on leur donne un épisode spécial où ils ont un résumé de ce qu'est l'expatriation ou les PVTistes pendant un an. Donc vraiment, merci pour ce moment et ce beau partage. C'était vraiment top. Je vous en remercie. Merci à toi de nous avoir donné cette opportunité-là. C'est vraiment apprécié. On a vraiment beaucoup aimé. De rien, vous pouvez remercier Jimmy qui est juste à côté de vous parce que c'est Jimmy qui a lancé tout ça. Et puis, nous, Jimmy, on se retrouve très bientôt pour des prochaines aventures et qui sait, des prochains invités qui partageront aussi leurs aventures de PVTistes. Ouais, ça marche, on fait ça. Merci Fred pour ton projet, c'est super intéressant. Top, merci à vous. Ouais. À très très bientôt. Voilà, c'est terminé pour cet épisode. Si vous avez aimé ce moment de partage, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur votre plateforme d'écoute et surtout, abonnez-vous au podcast Loin de chez soi. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode.